Salut tout le monde et bienvenue dans l'épisode 14 d'En Famille, le podcast immobilier. Et aujourd'hui, ça va être un épisode chargé de choses très précises, de contenu légal relié à des contrats qui sont utilisés dans une transaction immobilière. J'ai réfléchi longtemps à ne pas faire cette capsule-là, cet épisode-là, mais je me suis dit, ma mission, c'est de donner tous les outils nécessaires pour la réalisation du plein potentiel des projets immobiliers de mes clients, mais des gens aussi qui m'écoutent. Et ça passe un peu par la connaissance des contrats. Fait qu'on va passer au travers de toutes les clauses importantes d'une promesse d'achat, d'un annexe résidentiel, d'un annexe financement, d'une bonification, d'un annexe eau, l'annexe expertise, l'annexe diminution de rétribution, l'annexe locative et la CM, qui est le consentement à la demande d'information municipale. 2 lettres pour un très long nom de document. Oui, j'en consens. Fait que, la raison pourquoi je fais ça, c'est pour vous donner le plus de connaissances possible. Fait que ça ne sera pas l'épisode qui va être le plus pété, le plus flyé, le plus controversé, mais ça va être un épisode qui va être vraiment cool pour les gens qui veulent se lancer. Puis je vais donner des exemples sur les clauses, comment c'est avantagé, pourquoi qu'on utilise ça, c'est quoi les délais de rigueur. Fait qu'on va passer au travers un peu de toutes les clauses importantes. Puis des fois, c'est des clauses qui semblent être vraiment faciles, genre, man, les noms sur un offre d'achat, why the fuck tu me parles des noms sur un offre d'achat? Ben, tu vas comprendre. Et commençons d'ailleurs tout de suite avec la promesse d'achat. Fait que le contrat de promesse d'achat. Puis là, la capsule est vraiment faite, je pense, plus pour les acheteurs parce que je réfléchis, puis j'ai pas de contrat, j'ai pas de contrat de vente ou de déclaration du vendeur, donc c'est vraiment dans un processus d'achat. Je viens juste de flasher que je pense que c'est tous des documents qui sont reliés à un achat. Donc, commençons tout de suite avec la promesse d'achat. Le point 1, c'est l'identification des parties. Fait que le nom des gens qui vont acheter, puis le nom des gens ou la personne qui vend. Puis là, tu me diras, c'est ridicule que tu me dises qu'il faut mettre nos noms, on le sait. Oui, mais il y a une petite particularité. Pour ceux qui me suivent souvent, vous savez que je tripe sur tout ce qui est chalet locatif court terme. Puis quand les gens se lancent dans une transaction d'achat pour des chalets locatifs, ou ils vont l'acheter au personnel, ou ils ne savent pas. Est-ce qu'ils vont se créer une compagnie de gestion ou ils vont l'acheter au personnel? Puis s'il y a ambiguïté, ben à ce moment-là, c'est conseillé de mettre un terme genre François Bérard-Dubois et ou ses associés ou une compagnie informée pour que ça permette de changer le nom sur l'offre d'achat au moment venu. Fait que tu fais le processus, tu fais ton offre d'achat, c'est accepté, bingo, tu parles à ton comptable, à ton fiscaliste, que tu réfléchis un peu à qu'est-ce que tu veux faire, puis tu fais comme fuck, moi je vais l'acheter via une compagnie de gestion. J'en veux plusieurs, je ne les achèterai pas toutes au personnel. Le revenu, le risque, l'acquis, je ne veux pas que ça soit à mon nom personnel. Je préfère que ça soit dans une compagnie. Il faut que tu le prévois. Fait que ça, c'est à marquer dans l'identification des parties. Puis là, tu comprends pourquoi c'est ridicule de parler du nom dans un offre d'achat, mais ça fait tout son sens quand que tu regardes pour l'achat d'immeubles ou d'un chalet locatif ou, tu sais, quand tu veux te construire un genre de parc immobilier, là, tu veux prévoir ça, mais si c'est ton premier, tu ne l'as pas prévu. Potentiellement pas. Fait que tu vas avoir besoin de marquer ça. Fait que ton nom et ou ses associés. Mettons. C'est une belle façon de le marquer. Le point numéro 4, donc 4.1, c'est le prix. Dans le prix, là, j'en ai parlé souvent dans différentes capsules, différents podcasts, différentes vidéos short sur TikTok, mais utilise ton courtier pour combiner statistiques, feeling et capacité financière. Fait que toi, tu peux te permettre un maximum de temps. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, les statistiques vont prouver que l'immeuble ne vaut pas plus que tant. Puis là, dans le marché actuel, où les immeubles ont pris énormément de valeur, puis là, présentement, ils ne sont pas en perte de valeur, mais ne sont pas en gain. On va dire ça comme ça. Là. Puis il y a des gens qui vont dire « Ouais, les valeurs, ils baissent, puis ils montent, puis je n'embarque pas là-dedans aujourd'hui. » Mais combine ce que tu peux, ce que la banque peut te permettre, puis ce que tu veux te permettre, les statistiques du secteur. Fait que si ton courtier dit cette maison-là, elle ne vaut pas plus que 370. Au-dessus de ça, c'est correct si tu veux payer plus, il n'y a pas de stress. Mais mettons que tu veux la garder pendant 25 ans, on s'en sac bien que tu mettes 10 000 de plus que qu'est-ce qu'elle vaut. Mais ultimement,
au moins, tu auras l'heure juste. Puis ton feeling puis le feeling de ton courtier sur, je pense que ça va être à peu près ça, l'offre d'achat acceptée. Tu sais. Quand, quand ton professionnel, ton courtier fait des transactions régulièrement dans le secteur où tu te lances, normalement, il devrait avoir une bonne idée de se dire, ben, tu sais, dans les 7 dernières transactions que j'ai faites dans ce secteur-là, dans les 2 derniers mois, c'est à peu près à ça que ça arrivait, tu sais, quand on était 3, 4, 5 à déposer une offre d'achat. Avec la maison qu'on a, je pense que ça va arriver à ça. Fait que, tu sais, il y a les stats, il y a le feeling, puis il y a ta capacité financière. Fait que le point 4.1, c'est le prix de ton offre d'achat. Après ça, le point 5, c'est la répartition, donc la ventilation prêt cash down. Fait que combien tu vas mettre en prêt hypothécaire, puis combien tu vas mettre en mise de fonds sur ton acquisition. Puis là, tu me diras, c'est quoi l'impact? Puis justement, hier, j'étais en train de faire la présentation de 8 offres d'achat sur une propriété. Puis là, je disais combien de mise de fonds, puis combien de prêts hypothécaires. Puis la cliente, elle me dit, pourquoi tu me dis ça? Je ne suis pas la banque. Non. Mais ça a un impact. Puis là, les deux côtés, que tu mettes en bas de 20 puis que tu passes avec un assureur prêt, ou au-dessus de 20 puis que tu y ailles avec un prêt conventionnel, il y a des plus puis il y a des moins. Fait que je vais te montrer les deux. Tu passes avec un assureur prêt. L'institution financière, la banque, la caisse avec laquelle tu vas faire affaire, ne demandera probablement pas d'évaluation parce qu'elle est backée par un assureur. T'sais. Fait que ses risques sont vraiment diminués. Fait que ce que ça fait, c'est que ça diminue le risque que l'assureur prêt ne veuille pas assurer ou ne pense pas que l'immeuble, mettons, vaut tant ou que ta solvabilité n'est pas assez grande pour qu'il assure ton prêt. Mais ça augmente la rapidité, par exemple, parce que s'il n'y a pas d'évaluation par un évaluateur agréé, ça réduit là, le délai avant d'obtenir une acceptation. Fait que ça diminue les risques reliés à l'institution financière, puis ça accélère le délai pour avoir l'acceptation hypothécaire. Si tu mets 20 et plus de mise de fonds sur ton acquisition, ben ça démontre une bonne liquidité. Tu as quand même du cash en main, ce qui est une très, très, très bonne chose. Par contre, l'institution financière se ramasse avec tout le risque relié à ton prêt. Ce qui veut dire qu'il y a des maudites bonnes chances qui demandent une évaluation agréée sur la maison, sur l'immeuble, pour savoir si elle vaut le prix que tu payes. Puis ça, ben, ça va allonger les délais. Par contre, ça montre que tu as du cash. Fait que la raison pourquoi ce point-là, le point 5, où on va dire combien tu mets de mise de fonds, combien tu vas emprunter, c'est important parce que ce pas tous les courtiers qui vont le voir de la même façon puis qui vont l'expliquer de la même façon à leurs clients. Fait que je te conseille de dire à ton client, à ton courtier, de bien le présenter lors de la présentation des offres d'achat parce que ça peut faire une petite différence sur la réception que le vendeur va avoir de cette condition-là. Bref, le point 5, c'est ça. La répartition, prêt, cash down. Le point 6, c'est le délai puis les modalités d'hypothèque. Fait que le délai avant que tu aies ton approbation hypothécaire finale puis les conditions de ton prêt hypothécaire. Je t'explique les deux points. Puis souvent, les gens me disent « Ouais, mais pourquoi il est marqué tel montant de pourcentage? Tu sais, je pense que je vais avoir en bas de ça. » Je t'explique. La première chose, c'est le délai. Fait en combien de temps tu dois recevoir ton acceptation hypothécaire de la part de ton institution financière? Le délai usuel, là, c'est à peu près 14 jours. À l'intérieur de 2 semaines, tu fournis l'offre d'achat à ton institution, ils font les démarches, ils te donnent ta lettre, on accepte de te prêter. 14 jours, ça fait en masse du sens. Si, comme je te parlais au début, tu veux créer une compagnie de gestion pour acquérir un bien immobilier qui va te rapporter un revenu ou bref, que tu veux investir, ça se peut que ça soit plus long que ça. T'sais. Surtout si tu as besoin de créer ta compagnie de gestion puis après ça, demander le financement au travers de cette compagnie-là. Fait que ça se peut que ça soit 30 jours. T'sais. Dans le résidentiel standard, une transaction normale, là, 14 jours, ça fait en masse du sens. Puis juste en dessous de ça, en dessous du délai, il va y avoir une clause. Genre, mettons que ton prêt hypothécaire, c'est 250 000, il va être marqué 250 000, pas plus qu'à 6,5 d'intérêt sur 25 ans dans un terme de 5 ans. Pourquoi qu'on marque ça? C'est parce que le vendeur ne peut pas t'obliger, si jamais tu as un refus, mettons, avec la caisse, t'obliger d'aller dans une banque à plus que les critères qui sont là. Donc, ces critères-là, là, les modalités sont faites pour te protéger. Il ne peut pas dire « Ouais, mais moi, je connais une banque, puis un gars chez une banque qui va te prêter à 8,9 d'intérêt sans aucun problème, peu importe ton bureau de crédit. » Il ne peut pas faire ça. Fait que cette clause-là est vraiment juste là pour te protéger. Puis ça, c'est la clause dans le point 6.
La clause, j'allais dire 8.1, mais on va y aller avec 7. De mémoire, là, 7.5. La clause 7.5, là, si jamais tu veux acheter via une compagnie de gestion qui n'est pas créée, il va falloir que tu l'enlèves, cette clause-là, parce que ça te permet de pouvoir changer justement le nom sur ton offre d'achat. J'ai un petit flash, là, je voyais juste mes points descendre. J'étais même, il me semble que j'en ai pas parlé. 7.5, tu l'enlèves, fait qu'à la fin de ton contrat, tu vas marquer nous retirons la clause 7.5. Ça va te permettre de pouvoir justement changer le nom puis flipper le nom de ton offre d'achat au nom de ta compagnie, mettons le 94 blablabla Québec Inc., quand elle va être créée. Petit flash, super important. Le point 8.1, c'est l'inspection. Bon, le délai d'inspection normal, là, si tu mets 2 semaines puis tu ne rentres pas là-dedans, il y a un problème. Ton inspecteur est vraiment pas disponible. Si tu mets 2 semaines, normalement, tu devrais sans problème avoir le temps de faire ton inspection. Ce qui est important, c'est d'être présent durant l'inspection. Pourquoi être présent durant l'inspection en bâtiment? Lire un rapport, il n'y a rien de plus alarmant que ça. Okay? Tu vas lire un rapport, puis c'est genre fissure de fondation sous la fenêtre du sous-sol côté ouest, possibilité d'infiltration d'eau. L'infiltration d'eau, c'est la moisissure. La moisissure, c'est les problèmes de santé. Les problèmes de santé, c'est la mort. Tu comprends-tu? Il y a une déclinaison rapide vers jusqu'à la mort. Là. Fait que c'est toujours marqué de cette façon-là. C'est très, très, très alarmiste, un rapport d'inspection. Puis en même temps, c'est correct. Là, je veux dire, l'inspecteur, il se back. Deuxièmement, il veut te montrer c'est quoi tous les risques de ce potentiel vice-là sur l'immeuble. Fait que c'est normal. Mais si tu es là, ça se peut que l'inspecteur te dise mais une petite comme ça, tu peux réparer ça de telle façon. Ou une fissure comme ça, on voit qu'il n'y a pas d'infiltration d'eau à l'intérieur. Je te conseille de faire venir une compagnie expert en réparation de fissures. Il va te faire l'excavation à l'extérieur, probablement te mettre des cheminées de nettoyage en même temps. Ça va te coûter genre 1200$, puis ça va être fait. Puis là, tu fais comme mais pour 1200$, finalement, c'est pas la mort. Non, c'est ça. Fait que l'inspecteur, quand il est là avec toi, là, il est capable de venir te donner des nuances sur les points. Versus quand tu lis le rapport, c'est noir ou blanc. Hein? Puis un rapport d'inspection, même pour une propriété qui est top clean, là, ça a plusieurs pages. Fait que tu es assuré de faire une crise de cœur si tu n'es pas là durant l'inspection. Fait que si je peux te donner un conseil, sois présent. Puis là, pour les gens qui disent ouais, là, l'inspection, il n'y a plus personne qui fait ça, c'est pas vrai. L'inspection, il y a toujours des gens qui ont fait ça. C'est vrai que durant la COVID, il y avait moins de personnes qui prenaient le risque d'ajouter une condition supplémentaire parce qu'ils voulaient absolument acquérir la propriété. Ce ne sera jamais le conseil d'un courtier de ne pas mettre l'inspection. Par contre, c'est vrai que ça ajoute une condition. D'un autre côté, c'est une condition qui, si tu l'approches pas d'une façon de je veux négocier après l'inspection, il n'y a pas de mal à mettre l'inspection. Le vendeur, tout ce qui est à l'intérieur du rapport, c'est pas un vice caché. Toi, tu es capable de savoir qu'est-ce que tu as à faire des prochaines années sur la propriété. Tout le monde est content. Tout le monde a fait ça sécuritairement. Puis la transaction, c'est quand même conclu. Fait qu'il n'y a pas de risque à mettre l'inspection. Et ça, c'est le point 8.1 de ton offre d'achat. Le point 9.1, c'est la demande de documents. Puis là, la majorité du temps, c'est des documents qui sont ou pas mis en ligne, fait que le courtier n'y a pas accès, mais que le propriétaire a. Fait que, mettons, un ancien rapport d'inspection, les taxes municipales qui n'auraient pas été mis, mettons, au dossier, le certificat de localisation qui n'a pas été mis au dossier. Dans une copropriété, on va demander, mettons, le budget des dernières années, le fonds de prévoyance, à combien qui est, la déclaration de copropriété, les procès-verbaux. Fait que tous ces documents-là, on va les demander contractuels. C'est une clause très permissive parce que ça permet à l'acheteur de pouvoir se désister de l'offre d'achat sans grande raison valable. Fait que, si tu es un vendeur, tu essaies de tout mettre tes documents disponibles pour éviter qu'il y ait une demande de documents. Si tu es un acheteur et tu veux bien faire les choses, s'il y a des documents de pas disponibles, tu les demandes avant la déposition de ton offre d'achat. Comme ça fait une condition de moins dans ta présentation d'offre d'achat. Si tu n'as pas la capacité, pas le temps, pas la possibilité ou le professionnel ne te l'a pas suggéré puis tu y réfléchis après, bien là, tu n'as pas le choix. Il faut que tu le demandes au point 9.1. Fait que c'est
très important d'utiliser cette clause-là, mais c'est aussi très important, si on peut prévoir d'avance, de le faire. Fait que si tu n'es pas obligé de le demander contractuellement, tu ne le demandes pas contractuellement. Ça fait une condition de moins, puis ça l'avantage ton offre d'achat. Le point 11.1 puis 11.2, c'est la signature de l'acte de vente puis l'occupation des lieux. Essaye de te fondre le plus possible dans ce que le vendeur demande. Fait que si lui, il veut quitter le 1er mai, puis qu'on est le 1er janvier, puis toi, le 1er mai, ça marche, mais idéalement, tu aurais aimé le 1er juin, mais le 1er mai. C'est souvent les gens, ils ont une date, les vendeurs ont une date pas mal, pas tout le temps, mettons à 50% du temps, il y a une date à laquelle ils veulent partir. Puis si l'offre d'achat reflète cette date-là, ben ils réfléchissent même pas. C'est direct ce qu'ils voulaient. T'sais. Par contre, demande à ton courtier d'appeler le courtier du vendeur avant de rédiger l'offre d'achat pour être sûr que c'est encore le cas. Tu sais, des fois, tu signes le contrat, tu fais comme « ouais, dans 60 jours après l'offre d'achat, je peux quitter. » Là, il se passe un mois et demi entre le moment où le vendeur reçoit un offre puis il a signé son contrat. Puis là, finalement, maintenant, c'est plus comme 120 jours, qui serait idéal parce que sa situation a changé. Mais si tu arrives avec 120 jours, puis que les autres qui présentent un offre au même moment que toi arrivent avec 60 jours, tout d'un coup, ton offre est vraiment plus facilement acceptable, puis elle reflète plus vraiment ce que le vendeur veut actuellement. Fait que de faire les démarches, comme les demandes de documents, de demander est-ce que le délai c'est encore ça, ça peut avantager ton offre d'achat. Fait que ça, c'est pour la date que tu vas passer chez le notaire, puis la date que tu vas prendre possession physiquement des lieux. Le point 11.5 puis 11.6, c'est les inclusions puis les exclusions. Fait que ce que tu veux qu'il reste dans la propriété quand tu vas prendre possession, puis ce que le vendeur va partir avec. Là, c'est très clair, c'est très facile à comprendre. Dis-toi que tout ce qui est vissé dans la propriété, normalement, devrait être inclus. Fait que pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, même s'il y a des choses fucking logiques, tu peux le mettre dans les inclusions pour être sûr qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Si tu veux que le propriétaire sac son camp avec quelque chose de particulier, genre toutes les vidanges qu'il y a dans le sous-sol ou le gros tas de bois puis de grillage qu'il y a sur le terrain, tu le mets dans les exclusions. Fait que ça, faut pas que ça soit là quand tu prends possession. Fait que inclusion, exclusion, tu essaies de te fondre avec ce que le vendeur veut pour essayer d'améliorer la qualité de ton offre d'achat, mais s'il y a des choses très particulières ou si tu veux éviter toute ambiguïté, c'est là que tu vas venir indiquer les choses supplémentaires. Le point 11.7, c'est la location. Fait que si, exemple, il y a des choses qui sont louées puis que tu es obligé d'en prendre charge, genre un chauffe-eau, mettons. Il y a de plus en plus de chauffe-eau qui sont loués. Fait que là, à cette clause-là, il va avoir le montant, la durée du contrat, puis c'est quoi qui est loué. Comme ça, encore là, pas d'ambiguïté, pas de zone grise, on sait dans quoi qu'on s'embarque, on sait combien ça coûte, puis on sait pour combien de temps. Fait que de le marquer là. Il y a des choses que tu n'es pas obligé de prendre charge, genre souvent les réservoirs de propane. Tu n'es pas obligé en tant que nouveau propriétaire de continuer le contrat. Ils peuvent venir ramasser la bonbonne puis partir avec, puis ils vont charger le ramassage à l'ancien propriétaire. Souvent, tu vas vouloir en prendre charge de toute façon parce que, je sais pas, moi, tu as un four au propane puis un foyer au propane. Il y a des maudites bonnes chances que tu veuilles continuer de cuisiner puis que ça te tente en hiver de partir ton feu. Fait, mais tu n'es pas obligé. Fait qu'à ce moment-là, le point 11.7, c'est là que tu viens spécifier ces petites choses-là. Le point 12.1, qui est la fin de la promesse d'achat, c'est là que tu peux venir mettre des clauses manuelles. Fait écrit à la main. Genre, vérification de zonage, mettons. Fait que si tu veux vérifier, on reprend l'exemple d'un chalet locatif court terme, tu veux vérifier si, la location court terme est permise parce que c'est ton objectif. Deuxièmement, est-ce qu'elle est permise avec condition ou sans condition? Fait que, puis là, je vais embarquer, mais je ferai un autre podcast juste sur le chalet locatif, là, mais des fois, il faut que tu passes devant un comité consultatif en urbanisme citoyen. Fait qu'il faut que les citoyens de la municipalité fassent pas non. Il ne faut pas qu'ils fassent oui, il faut qu'ils fassent pas non. Il ne faut pas qu'ils te mettent des bâtons dans les roues de ton projet et disent non, moi je veux pas qu'il y ait de location parce que je veux pas que ça vienne faire du bruit dans mon secteur.
Ça, c'est moins le fun, tu comprends bien, là. Puis souvent, quand c'est un comité consultatif citoyen qui donne, euh, comme qui octroie la possibilité d'un permis, faut que tu le renouvelles après tant de mois ou tant d'années. Fait que ça fait que ton projet, il y a une certaine incertitude. Versus si tu appelles la municipalité puis ils disent ouais, dans ton secteur, pour la propriété, le zonage permet de la location court terme. Bingo, tu as ta réponse, tu es capable de lever ta condition puis de faire c'est cool, j'ai fait mes vérifications, ce que je veux faire avec l'immeuble, je peux le faire. Merci beaucoup. Cette condition-là est levée, est réalisée. Bien, ça, tu vas venir le mettre à la clause 12.1. Si tu veux t'assurer que le nouveau certificat de localisation va être fait, malgré que c'est dans les obligations du vendeur, tu peux le mettre là aussi. Quand la vente est faite sans garantie légale de qualité, ça va être marqué directement à la clause 12.1 et si c'est bien construit comme document de la part du vendeur, ça va être aussi marqué à la déclaration du vendeur. 2 mentions à laquelle je te conseille de signer juste à côté. Comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté. C'est sûr que tu l'as lu. Là. C'est pas glissé, faufilé dans le document. Tu as signé direct à côté. C'est 100% sûr que tu as vu que c'était vendu sans garantie légale de qualité. Donc, moi, depuis une transaction où la personne a dit « Ouais, je savais pas que c'était vendu sans garantie légale », je fais tout le temps signer direct à côté de la mention. Comme ça, pas de possibilité de se dire qu'on ne l'a pas lu. C'est clair, on l'a lu. Si tu as d'autres conditions, genre des rénaux que tu veux qu'ils soient faits avant la prise de possession, ben tu vas venir le mettre à l'intérieur de ce point-là, qui est le point 12.1, où tu peux ajouter des choses dans ta déposition d'offre d'achat. Donc, au niveau là, de la promesse d'achat, ça fait à peu près le tour. Il y a plein d'autres points, mais c'est les points les plus importants. Par la suite, un autre document que tu risques d'utiliser, puis je vous l'avais dit, hein, c'est une capsule qui est relativement assez chargée, que je vous conseille de peut-être réécouter si jamais vous voulez voir. Vous pouvez aussi aller sur le site de l'OACIQ pour voir tous les formulaires accessibles. La promesse d'achat y fait partie, puis tous les autres documents que je vous parle aussi, vous avez accès à voir une copie vierge, un spécimen de copie, puis vous allez pouvoir lire chacune des clauses puis passer au travers du document. Ça va vous préparer à votre transaction immobilière parce que comme je vous ai parlé dans un podcast précédent, c'est super important de connaître les documents avec lesquels on va se lancer dans une transaction. Ça fait que le jour où on est obligé de le remplir puis de le signer rapidement, tu sais déjà dans quoi tu t'enlignes. Fait que c'est super facile. L'autre document, l'annexe résidentielle. Donc ça, tu vas utiliser ça pour plusieurs raisons, majoritairement 3. La première, le point 2.1 et 2.2, c'est si jamais tu veux faire une offre d'achat conditionnelle à la vente de ta maison. Le point 2.1 va mentionner que c'est conditionnel à la vente de ta maison. Le point 2.2 va permettre au vendeur de continuer d'afficher l'immeuble dans le but de le vendre, puis que s'il reçoit une offre d'achat, puis qu'il réalise 100% de ses conditions de cette offre-là, l'acheteur va envoyer à l'autre acheteur de premier rang un avis lui mentionnant qu'il y a 72 heures pour lever cette condition ou prouver son financement. Fait que la clause de 72 heures, qui est la clause de premier refus, là, est direct dans ce document-là. Fait que l'annexe résidentielle, tu veux vendre ta maison, tu veux acheter une maison conditionnelle à la vente de la tienne, tu vas cocher le point 2.1, marquer ton adresse, tu vas cocher le point 2.2, tu vas permettre au vendeur de continuer de vendre l'immeuble, puis si jamais il reçoit une autre offre, puis toutes les conditions sont réalisées, tu vas avoir 72 heures pour faire comme est-ce que je peux, puis est-ce que je veux acheter sans avoir vendu ma maison ou non, puis j'annule mon offre d'achat. Donc ces deux clauses-là sont utilisées à l'intérieur de l'annexe résidentielle. Le point 2.3 et 2.4, c'est si tu veux déposer une offre qui en a déjà une, puis que tu veux dire mon offre là, est conditionnelle à ce que l'offre que tu as déjà acceptée s'annule. Puis là, pourquoi j'ai dit 2.3 et 2.4, il y en a une que les délais vont commencer dès que ça va être accepté. Fait que dès que c'est accepté, il faut que tu commences à faire ton inspection, il faut que tu commences à prouver ton financement puis à réaliser tes autres conditions. Le point 2.4 de mémoire, c'est quand l'autre offre d'achat va être annulée puis que tu vas être avisé, là, tes délais vont commencer. Fait que plus souvent qu'autrement, là, ça va être cette clause-là qu'on va utiliser parce que tu ne veux pas te payer une inspection, tu ne veux pas payer des expertises sans savoir si oui ou non tu vas pouvoir l'acheter l'immeuble. Fait que normalement, là, on va commencer les délais quand tu vas te faire dire « C'est cool, Bobé,
c'est toi qui es rendu de premier rang, ton offre d'achat est prête à commencer à réaliser ses conditions. Bingo, chigiji, chigiji, puis là, tu commences à faire tes affaires. T'sais. Fait que le point 2.3 et 2.4, c'est si tu veux déposer une offre d'achat conditionnelle à l'annulation d'une offre déjà acceptée. Le point 2.5. Ça, c'est quelque chose que j'utilise quand que je fais des transactions sur, je vais dire du proprio, mais vendu directement par le propriétaire, puis que les acheteurs utilisent mes services de courtier pour acheter. Ultimement, j'aimerais ça que le vendeur me paye. Mais mettons que le vendeur ne veut pas me donner ma rétribution pour les services que je vais lui donner pour l'aider à vendre son immeuble. C'est les acheteurs qu'il va falloir qu'ils me payent. Ma rétribution est finançable sur la transaction. Ils n'ont pas besoin de me payer cash à la fin de la transaction. Par contre, il va falloir que le prix de l'offre d'achat reflète le prix qu'ils veulent offrir au propriétaire, plus mes services, plus taxes. Fait que pour pas que le propriétaire se dise « Oh, hey, moi j'ai 200 X 1000 », puis que ça inclut ma rétribution puis les taxes qui sont reliées à mon service, je vais venir ventiler ce qui lui revient, ce qui me revient, puis ce qui est la portion de taxe, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté puis que ça soit clair. Fait que si c'est 200 000 puis que je charge 1% à mes clients, c'est 2000 pièces plus taxe, fait que c'est 2300 pièces. Fait que là, ça va être une offre qui va être à 200 200, 2300, dont 200 000 qui vont au vendeur, 2000 pièces qui vient à moi, puis 300 pièces qui vient à moi, puis que je vais donner au gouvernement parce que c'est les taxes. Parce que je paye mes taxes. C'est quelque chose de super important quand tu as une entreprise, payer ses taxes. Fait que le point 2.5 va venir faire la ventilation des montants dans l'offre d'achat. Ça, d'ailleurs, je vais faire une petite parenthèse. À un moment donné, je me suis fait appeler par une notaire. Elle était en sacrament. Puis là, elle a dit « C'est quoi cette affaire-là? Ça se peut pas qu'on finance les taxes. Là, moi, ça veut dire qu'il va falloir que je marque que le prix de vente, c'est tant, mais c'est pas vraiment le prix de vente de la maison. Là, ça marche pas. Moi, je fais pas la transaction de même. Là, j'étais même « Hey, tu sais, c'est des documents qui me sont fournis par l'OASIC, par mon organisme. C'est pas quelque chose que j'ai fait à mi-terme. C'est pas une clause que j'ai décidée. J'ai rien traficoté. Là, j'ai pris des documents légaux qui me sont fournis. Puis c'est un mécanisme qui est permis dans le courtage immobilier. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais, ben là, ça fait pas de sens. Pendant 45 minutes, là, j'étais « Hey, je comprends, je comprends le fond de ce que tu me dis, mais c'est ça le mécanisme qui est à utiliser, tu sais. » Fait que finalement, ça a bien fini. La transaction s'est passée comme ça, il n'y a eu pas de problème, mais sur le coup, j'étais de même. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est une maudite bonne chose parce que ça fait que les acheteurs peuvent puis ont vraiment plus d'intérêt à utiliser les services d'un courtier pour acheter. Puis la transaction d'un acheteur d'une maison qui est vendue directement par le propriétaire, c'est la transaction la plus risquée. C'est la transaction qui a le plus de chances de chier parce que c'est deux personnes qui ne sont pas professionnelles, qui font une transaction super importante avec des risques excessivement élevés sur des contrats qu'ils ne connaissent absolument pas. Fait que tu comprends bien que ça se peut que ça chie en quelque part. Mais si tu mets un professionnel là-dedans qui regarde les deux parties puis qui fait les vérifications partout, ben les risques sont vraiment diminués. Fait que pour l'acheteur, ça devrait être un no-brainer qui prend un courtier pour acheter, que ça soit sur Centris, du proprio, Marketplace, Kijiji, les packs, peu importe. Puis pour le vendeur, il devrait être vachement content qu'un courtier vienne instrumenter la transaction parce que pour lui aussi, ça lui donne un edge de sécurité supplémentaire qui est non négociable et considérable. Troisième document qu'on va regarder, c'est l'annexe financement. Donc, il y a toujours là, une portion de conditions qui est reliée à l'argent. Des fois, ils disent « Ouais, moi, j'ai payé cash, j'ai pas de condition. » Ben oui, tu as une condition parce qu'il faut quand même que tu me prouves que tu as du cash. T'sais. Fait que, ouais, mais je l'ai dans mon compte. Parfait. Ben, demande à la banque, demande à la caisse, demande à l'institution financière de m'envoyer une lettre comme quoi tu as les fonds de temps pour l'acquisition de telle propriété en date due signée par le banquier. Ça, là, ça va me démontrer que tu as le cash pour pouvoir acheter. Fait que ça, c'est le point 2.1 de l'annexe financement. C'est la condition qui dit que tu as X délai, fait que genre 3, 4, 5 jours, pour prouver que tu as l'argent pour acheter. Puis je te donne un conseil, là, si tu commences à chercher, puis tu veux une propriété, mettons, de 400 000, puis que tu as 500 000 dans ton compte pour réussir à payer cette propriété-là,
demande tout de suite à ton banquier une lettre qui dit que tu as les fonds pour acquérir, les fonds disponibles, sortables immédiatement, sans problème, pour acheter une propriété. Tu pourras démontrer ça, puis au besoin, là, si jamais le courtier dit « Ouais, j'aimerais mieux avoir une lettre qui a été faite comme aujourd'hui », tu en feras faire une. Mais si tu es capable de prouver ça avec ton offre d'achat, puis qu'il n'y a pas d'autres conditions, la personne a signe accepté, c'est fini, la maison est vendue. Puis ça, là, ça a un poids dans la présentation d'un offre d'achat, je te le dis. Les clients font comme « OK, si je signe, c'est fini, là. Il n'y a pas d'autres conditions, là. Pas d'inspection, pas de demande de documents, pas de test d'eau, pas rien. » Non, monsieur le client, dès que vous signez en bas, c'est fini, on met la pancarte, je vous redonne vos clés, on l'enlève de sur Internet. Ils font comme « Hé, Colin, hein, c'était à y penser quand même, hein? » Et voilà. Fait que si tu veux payer cash, prépare-toi une lettre, puis utilise l'annexe financement, point 2.1, close ça, mets une journée, t'envoies ta lettre quand tu présentes ton offre d'achat. Dès que les gens signent, c'est fini, c'est over, c'est terminé. Fait que ça, c'est le troisième document qui est l'annexe financement. Le quatrième document, bonification avant acceptation. Puis ça arrive de plus en plus souvent depuis le début de la COVID. Je te donne le scénario. Tu me visites une maison, bingo, tu as un coup de cœur, il n'y a pas d'autre offre d'achat sur la maison, tu rédiges ton offre d'achat, on est le jeudi, les offres d'achat sont présentées le dimanche, ton offre d'achat est rédigée, ton courtier, il appelle l'autre courtier, il dit « J'ai un offre d'achat à présenter pour l'immeuble, je veux que tu m'appelles, je veux présenter l'offre de mon client dimanche. » Parfait. Vendredi, tu te fais envoyer un message, 2 offres d'achat supplémentaires sont rentrées, si jamais vous voulez bonifier, vous avez jusqu'à dimanche. Ça veut dire que là, mes clients, là, moi, là, ils ne savaient pas qu'il y avait d'autres offres d'achat de déposer en simultané en même temps qu'eux autres. Ils n'auraient potentiellement pas choisi le même plan de match. Fait qu'ils ont le droit d'être avisés puis ils ont le droit de changer ou le prix ou les conditions à l'intérieur de l'offre d'achat qu'ils ont déjà rédigée. Donc, le point 2.1 de la bonification avant acceptation, c'est si tu veux changer ton prix. Le point 2.2, c'est un point assez général où tu peux marquer des choses manuellement. Si tu veux changer, enlever, modifier des clauses, des conditions à l'intérieur de ton offre d'achat. Fait que c'est super important de l'utiliser, puis de bien l'utiliser. Mais ça, tu vas être averti si jamais il y a d'autres offres d'achat. Donc, tu vas pouvoir l'utiliser, cette clause-là. Ce qui est important, c'est entre le moment où tu rédiges puis le moment où c'est présenté, reste facilement accessible. Parce que si le dimanche, les présentations sont à 19h, puis à 18h35, je me fais aviser comme quoi qu'il y a une autre offre d'achat qui est déposée, on a 25 minutes pour rédiger le document, le signer, me l'envoyer, puis moi, je l'envoie au courtier. Ça nous laisse vraiment pas beaucoup de temps. Fait que prépare ça, réfléchis déjà au scénario, au montant, aux choses qui vont être modifiées, puis le jour où, si le moment arrive, tu es déjà prêt, c'est super facile, ça peut se faire pif, paf, pif, pouf, 5 minutes, tout est fini. Bonification avant acceptation. Quatrième document qu'on parle aujourd'hui. Le cinquième document, c'est l'annexe O, E-A-U. Donc, si tu n'achètes pas une propriété dans une ville qui a les égouts puis l'aqueduc, tu vas avoir un puits, probablement un puits artésien, fosse septique, fosse scellée, champ d'épuration. Tu vas avoir un setup pour gérer ton entrée d'eau puis ta sortie d'eau usée. Fait que le point 2.1 puis 2.2 de l'annexe O, c'est pour vérifier la qualité puis la quantité d'eau potable de ton puits. Si eau potable il y a. Fait que la première chose, c'est la qualité d'eau. Donc, tu vas vouloir prendre un échantillon de ton eau puis l'apporter dans un laboratoire pour faire un test, ou un test microbiologique ou un test physico-chimique, donc pour regarder voir s'il y a des métaux lourds. L'autre, c'est pour regarder la potabilité de l'eau. Normalement, si tu mets un délai de 14 jours, ça fonctionne super bien parce que ça prend grosso modo à peu près 5 jours ouvrables pour recevoir le rapport des tests. Ce qui est à comprendre, c'est que, pour ta santé, là, c'est super important de savoir que ton eau est potable. Première affaire. Deuxième chose, l'institution financière va vouloir savoir si c'est de l'eau potable parce qu'elle ne voudra pas débourser le prêt si l'eau de la propriété n'est pas potable. Donc, tu vas obligatoirement avoir besoin d'un test d'eau valide de moins de 3 mois normalement pour passer chez le notaire. Fait que ça, c'est quelque chose qui est très important. Le deuxième point que j'ai dit, c'est la quantité d'eau. Puis là, tu peux faire un test de quantité d'eau, mais tu peux aussi aller chercher le rapport de forage
du puits. Fait que moi, ça m'arrive surtout quand je fais mes acquisitions, puis même quand que je conseille mes clients, c'est la même chose. Il y a un puits, on va pouvoir aller chercher, mettons que c'est, je sais pas moi, F Lapointe ou les puits Bernier qui l'ont foré. Mais je vais appeler chez Puits Bernier, puis je vais dire, avez-vous le rapport de forage pour tel numéro de cadastre ou telle adresse? Bingo, je vais être capable de savoir c'est quoi la grosseur du tube, c'est quoi la profondeur, puis combien il y a de gallons à l'heure. Puis pourquoi c'est important, ça, de savoir la quantité d'eau? Bien, si vous êtes une famille de 6, puis qu'il y a 60 gallons à l'heure dans ton puits, puis qu'il y a un court réservoir, fait que le puits n'est pas profond, tu n'as pas beaucoup d'eau disponible, puis il ne se renouvelle pas rapidement. Je reprends l'exemple d'un chalet locatif court terme où les gens se prennent des douches allègrement, où tu vas remplir ton spa probablement 2, 3, 4, 5, 6 fois par année, puis tu vas prendre des. Tu vas faire du lavage quand tu vas arriver pour faire le ménage de ton chalet non-stop, tu as besoin quand même que ton puits se remplisse rapidement. Fait que, moi, quand j'achète un chalet puis que c'est 1000 gallons à l'heure, je fais comme un right buddy, hein, no problem, ça se remplit assez vite que je ne pourrai jamais vider ce puits-là. Là. Fait que la quantité d'eau de ton puits, c'est important. Et c'est à savoir aussi que la quantité au fil du temps peut diminuer dans un puits. Fait que, si tu avais 1000 gallons à l'heure, là, 20 ans, ça se peut que tu n'aies plus 1000 gallons à l'heure, mais d'un autre côté, ça m'étonnerait que tu aies 60 gallons à l'heure. Fait qu'au moins, le rapport de forage, ça te donne une bonne idée de la profondeur, la grosseur, puis la rapidité à laquelle ton puits va se re-remplir. Fait que ça, c'est clause 2.1, 2.2. La clause 2.3, c'est la vérification des installations septiques. Fait que là, tu peux faire un test exemple de champ d'épuration pour voir si le champ d'épuration fonctionne encore bien, ou tu peux vérifier, voir s'il y a des non-conformités à la municipalité. La majorité des gens, ce qu'ils vont faire, c'est vérifier à la municipalité s'il y a des non-conformités, vérifier ce qui a été installé puis les permis qui ont été donnés lors de l'installation. Déjà, de faire ça, là, ça démontre que tu fais ton due diligence, tu regardes ce que tu as besoin de regarder puis que tu fais comme, parfait, il y a 4 chambres dans la maison, c'est un système à 4 chambres qui a été installé. Bingo. Si c'est un système à 2 chambres qui est installé puis il y a 5 chambres dans la maison, tu comprends bien que ton champ d'épuration et ta fosse septique vont se remplir vite puis tu risques de le fucker rapidement. Fait que c'est une petite vérification qui est à faire. C'est une condition qui est usuelle, fréquente, qui ne va pas choquer personne. C'est quelque chose de totalement normal. Puis si tu veux, tu peux préalablement demander à la municipalité ces documents-là, les mettre au dossier. Ça va éviter que les gens aient besoin de mettre ça en condition dans leur offre d'achat. La clause 2.5, c'est le test de percolation de ton terrain. Fait que si tu achètes un terrain, tu veux savoir où tu vas mettre le champ d'épuration, tu peux-tu le mettre? Puis c'est quoi le genre de champ puis de fosse qu'il va falloir que tu ailles selon la composition du sol. Fait que le point 2.5 va te servir surtout dans l'acquisition d'un terrain, mais c'est une clause qui est essentielle et que je t'oblige / fortement conseille à mettre dans une offre d'achat parce que si tu mets une propriété, il va falloir que tu ailles un système de gestion des eaux usées. Puis si ton système que tu peux mettre sur ton terrain à cause de la composition du sol coûte 15-20 000 de plus, tu veux être capable de le prévoir dans ton budget. Fait que c'est quelque chose qui est super, super important. Un autre document qu'on peut utiliser, c'est un annexe expertise. Fait que l'annexe expertise va te permettre de demander au vendeur de faire un test ou, en changeant un peu le phrasing de cette condition-là, de te permettre de faire un test dans un délai pour quelque chose de particulier. Genre vermiculite, pyrite, pyrotite, amiante, moisissure à l'intérieur des murs. Peu importe, si jamais tu as un doute sur quelque chose puis que tu veux faire une expertise là-dessus parce que tu veux te sentir rassuré, tu veux comprendre qu'est-ce qu'il y en est de ça, c'est là-dedans que tu vas mettre. Fait que, mettons, là, on m'a donné des exemples. J'ai déjà vendu une propriété avec des clients. Le revêtement extérieur, c'est du cif, là, c'est de l'acrylique. Okay? Il y a très peu d'espace d'air à l'intérieur du mur, puis on voyait qu'il y avait une craque qui avait comme une présence d'infiltration d'eau, mais on ne voit pas à l'intérieur s'il y a des problématiques reliées à ça. Puis on ne peut pas voir à l'extérieur non plus, juste en levant le clapboard, là, ça ne fonctionne pas. C'est comme l'équivalent d'un crépi. Là, fait que faut que tu l'ouvres. Fait que ce que les gens ont demandé, c'est des coupes exploratoires pour voir la composition du mur, puis la qualité du mur en arrière pour voir s'il y avait de la moisissure, puis si la structure était touchée. Mais ça, c'était en condition dans leur offre d'achat. Fait que le gars il est venu, il a fait des petits trous, il a pris des photos, il a fait un rapport.
tout était cool, il n'y avait pas de problème. Les acheteurs se sont sentis rassurés, les vendeurs se sont sentis rassurés qu'ils ne vendaient pas une propriété à problème, puis la transaction a suivi son cours totalement normalement. Une autre situation, c'est si, exemple, tu rentres dans l'entretoit, puis là, l'inspecteur te dit « Ouais, ben c'est isolé avec de la vermiculite. » La vermiculite, j'en ai déjà parlé, tu peux aller voir sur mon channel YouTube, Service immobilier, taper vermiculite, tu vas voir ma vidéo. J'explique un peu c'est quoi, mais le produit isolant peut contenir, selon l'année, mais aussi selon la composition, de l'amiante. Puis ça, ben, les assureurs, ils n'aiment pas ça. Ta santé non plus n'aime pas tant ça non plus, mais les assureurs n'aiment pas ça. Fait qu'il va falloir que tu prennes un échantillon, que tu le mettes dans 2 ziplocs, que tu ailles porter ça, mettons, chez Environex, puis eux vont faire le test pour 150$. À l'intérieur de 5 jours ouvrables, tu vas recevoir le rapport. Puis s'il n'y a pas d'amiante, tant mieux. Tu es capable de prouver que l'isolant n'a pas d'amiante. S'il y en a, ça se peut que tu doives demander une soumission à 1, 2, 3 compagnies pour la décontamination. Fait qu'ils vont faire un test d'air. Après ça, ils vont ramasser toute la vermiculite, ils vont faire de la décontamination de l'entretoit, ils vont réisoler, puis ils vont refaire un test d'air, puis ils vont te donner un rapport, puis ça, tu peux le donner à tes assurances. Mais si tu ne fais pas cette expertise-là, puis tu go through le processus, là, tu passes au travers du processus d'achat, puis que tout d'un coup, tout marche, bien, c'est toi qui se ramasses avec ça. T'sais. Fait que tu es aussi bien de le faire expertiser, puis de savoir qu'est-ce qu'il y en a. Puis des fois, le vendeur, il ne sait pas que la vermiculite a de l'amiante. Toi, tu ne le sais pas. Tu fais l'expertise, puis là, by the way, tout d'un coup, il y en a. Puis c'est 12 000$ pour faire la décontamination, puis réisoler. T'sais. Ça se peut que tu demandes une petite baisse de prix, puis tu fasses gamme. Hey Claude, monsieur le vendeur, c'est 12 000$, je paye 6 000, tu payes 6 000, on fait une baisse de prix sur l'offre d'achat de 6 000$, ça fait toute ton affaire. Ouais, des fois, les gens, ils demandent la totalité, des fois, les gens, ils demandent rien parce qu'ils veulent absolument l'immeuble, ils veulent pas faire chier le vendeur avec ça. Peu importe, mais au moins, tu vas avoir acheté en connaissance de cause, tu vas avoir le rapport, puis tu vas savoir quoi faire, l'assureur va savoir quoi faire, puis le prêteur va vouloir le savoir de toute façon. Fait que c'est super important d'utiliser ces clauses d'expertise-là. Si, exemple, il y a un isolant de vermiculite. Ça m'est déjà arrivé aussi de faire une transaction, puis durant l'inspection, l'inspecteur est allé dans l'entretoit, puis il y avait de la moisissure. Puis là, le monde, il capote. Là, des fois, c'est comme « Oh, j'achète pas! » Ouais, mais wow, man! T'sais, la maison n'est pas sur le point de tomber. Là, on a fait une soumission. De mémoire, c'était comme 12 000$ pour décontaminer à la glace sèche l'entretoit puis réisoler une certaine portion de mémoire. Il y a eu une modification de prix de comme 8 000$ qui a été fait. 8 000 pour les vendeurs, 4 000 pour les acheteurs, puis la transaction s'est passée quand même. Mais les acheteurs étaient sécurisés de savoir combien ça allait coûter, comment ça allait pouvoir se faire, est-ce que ça pouvait se régler. En faisant l'expertise puis en demandant les soumissions, ça nous a permis de se lancer dans une transaction en connaissance de cause, sans stress, en sachant combien ça coûte puis en sachant combien de temps puis quand ça allait pouvoir être fait. Fait que c'est super important de demander ces expertises-là. Soyez pas gênés. Vous achetez une propriété, c'est important que vous vous sentiez en sécurité dans votre transaction. Un autre document, ça serait la diminution de rétribution, qui est un document que moi j'utilise. Ça touche les vendeurs. Fait que je disais au début de mon podcast que ça ne toucherait pas les vendeurs, cet épisode-là, mais ça le touche. Si jamais tu signes un contrat avec un courtier, puis que tu te dis, ben gars, il n'y a pas de trouble, je vais te donner X pourcentage, mais s'il n'y a pas d'autres courtiers qui apportent des acheteurs, puis que c'est toi qui le représente, ben ça va être tant de montant, mettons. Ça va être, au lieu de, je ne sais pas moi, 4%, ça va être 3%, qui est le taux que moi j'utilise. Fait que s'il n'y a pas d'autres courtiers collaborateurs qui apportent des acheteurs, ben ça va coûter moins cher. Fait que le document de diminution de rétribution, il sert à ça. Puis ça, tu le signes quand tu signes ton contrat, tu négocies avec le courtier, puis tu le mets dans les papiers. Comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté, tout le monde sait qu'est-ce qu'il y en a. Fais attention, par exemple, parce que si tu te ramasses en offres multiples, puis il y a des gens qui sont représentés, puis des gens non représentés, tout le monde est calculé au même pourcentage. Parce qu'on ne veut pas prioriser quelqu'un qui a décidé d'être non représenté. Le message qu'on veut lancer avec ce document-là, c'est pas « by the way, sois pas représenté parce qu'il y a un avantage, ça se peut que le vendeur, ça lui coûte moins cher puis il va vouloir accepter ton offre. À condition égale, faut pas que ça soit la raison pourquoi quelqu'un choisit ton offre. » Puis ça, là, ça m'est déjà arrivé que les vendeurs font « Ouais, mais là, c'était pas 3%? » Maintenant, je vous ai expliqué au début là, que si on était en offre multiple, puis il y avait des gens non représentés puis des gens représentés, on calculait tout le monde
au pourcentage le plus élevé, qui est le pourcentage normal du contrat. Ah, je me rappelle pas ça. Fait que je suis sur le bord quasiment de faire une petite feuille avec genre un monsieur en jogging plus un monsieur en jogging, pourcentage diminué. Un monsieur en cravate, un monsieur en jogging, plein pourcentage. Juste des messieurs en cravate, plein pourcentage aussi. Juste pour que ça soit clair et que ça soit signé. Parce que souvent, les gens, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois après qu'on ait signé le contrat de courtage, on ne me rappelle pas que tu m'aies dit ça, mais tu l'as signé. Ouais, mais je me rappelle pas que tu l'aies expliqué. Mais je te le confirme, je te l'ai expliqué, c'est juste que, tu sais, là, avec l'énervement, le montant, tu es bien content. Tu pensais faire vraiment plus, là, tu fais juste 1% de moins. Tu fais vraiment plus que ce que tu pensais, mais 1% de moins. Fait que ça, c'est l'annexe diminution de rétribution qui est assignée au contrat de courtage quand tu signes le contrat. L'avant-dernier document qu'on va parler, je vous l'avais dit, c'était chargé, je suis désolé. Au moins, je vais le couper, je vais le séquencer, je vais pouvoir le mettre sur TikTok. Tout le monde va avoir accès à cette information-là sur des petits shorts de comme 1 à 3 minutes, mais je voulais passer au travers du maximum de documents possibles. L'annexe locatif. Donc ça, tu vas t'en servir, exemple, si tu veux acheter un immeuble, mais que tu ne peux pas le visiter, sauf si tu fais une offre d'achat qui est acceptée, genre un duplex, un triplex, un quadruplex, etc. Bien, tu vas utiliser l'annexe locatif au point 2.2 qui est la condition de visite des lieux dans un délai X. Je te conseille de mettre de quoi de court, genre 5 jours. Puis tu vas avoir après ça 3 jours pour décider si oui ou non tu achètes. Enfin, tu vas avoir le délai que tu veux, mais je te conseille de mettre quelque chose comme genre 5 jours après qu'il ait accepté, tu visites les lieux. 3 jours après ta visite des lieux, à l'intérieur des 3 jours, tu peux annuler ton offre d'achat ou décider de continuer dans tes démarches. Pourquoi tu vas vouloir utiliser ça? Bien, parce que tu n'as pas vu l'entièreté de l'immeuble. Mettons, c'est un duplex propriétaire habitant. Tu as vu l'unité du propriétaire, mais tu n'as pas vu en haut. Ben, tu vas vouloir voir en haut. T'sais. Fait que tu peux faire un prix, tu peux faire une offre à des conditions X, mais si tu arrives en haut et tu fais comme sacrément, il faut tout arracher ici, ben, tout d'un coup, c'est plus le même investissement, c'est plus les mêmes dépenses que tu as reliées à la transaction. Ça se peut que tu veuilles ou annuler ton offre ou négocier au niveau du prix. D'un autre côté, tu veux visiter l'entièreté de l'immeuble parce que tu veux savoir qu'est-ce que tu achètes. Fait que ça, c'est la clause 2.2 qui est la visite des lieux. Le point 2.5, c'est le départ volontaire d'un locataire. Fait que, mettons que tu visites un duplex, okay, puis que tu ne veux pas qu'il y ait un des deux locataires qui reste dans le duplex si tu achètes. Tu vas utiliser la clause 2.5, qui est le départ volontaire du locataire, puis tu vas dire, mettons, moi, je vais acheter l'immeuble, mais toi, monsieur le propriétaire, tu vas t'arranger pour avoir une lettre signée du locataire de, mettons, d'en haut du duplex, comme quoi il quitte au 1er juillet, puis tu vas le faire signer. Ça devient une condition à ton offre d'achat parce que si lui reste, tu ne veux pas acheter. Mais s'il n'est plus dans l'immeuble t'intéresse. Par contre, gérer ce locataire-là, ça ne t'intéresse pas, puis tu n'achètes pas si jamais il est là. Fait que ça, c'est une condition que tu peux mettre à ton offre d'achat et c'est une condition que j'utilise souvent quand la personne veut acheter un duplex, triplex, être propriétaire habitant. On est passé le délai de 6 mois avant le bail pour envoyer l'avis à un des locataires, mais que tu as besoin de reprendre un loyer parce que tu veux l'habiter, on va utiliser cette condition-là. Super important, facile à faire, facile à écrire, mais excessivement essentiel dans certaines transactions. Le dernier document, c'est l'ACM, c'est la demande d'information, le consentement à la demande d'information municipale. Fait que si, mettons, tu veux demander, là, justement, on en parlait tantôt, si la fosse septique est conforme, si les permis ont été demandés, si... Ben, il faut que tu le demandes à la municipalité, mais il y a des municipalités qui ne te permettent pas de faire ces demandes-là, puis qui permettent juste aux propriétaires de faire ces demandes-là. Fait qu'en signant ce document-là, ben, ça va permettre une personne nommée à l'intérieur du document à faire des vérifications à tel sujet, dans tel délai, sur telle propriété, avec l'accord du propriétaire. Fait exemple, en Estrie, à Offord, à Magog, il faut ce document-là pour appeler la municipalité puis demander des documents. Il y a d'autres plus petites municipalités où l'inspecteur de la ville va juste te chipper les documents puis il n'en fera pas de cas. C'est pas la fin du monde. Il n'y a personne qui va perdre son numéro d'assurance sociale et son numéro de carte de crédit avec ça, fait qu'ils vont juste le donner. Mais il y a des municipalités où, malheureusement, tu as besoin de ce document-là. Souvent, dans ces municipalités-là, le délai pour l'obtention des informations est vraiment plus long. Fait que prévois dans ta clause de vérification de documents
un délai qui est aussi ajusté avec la municipalité dans laquelle tu vas faire la transaction. Mon Dieu, c'était un gros épisode de 50 minutes. C'est long, c'est lourd, je suis d'accord, mais c'est peut-être quelque chose que tu vas réécouter petit peu par bloc, où tu vas dire « Ah, Colin, je vais faire une offre d'achat, telle clause, me semble, j'en ai déjà entendu parler. » Ben, tu y retourneras voir à l'intérieur ou du podcast ou de la vidéo qui va être sur YouTube ou sur TikTok. C'est Service Immobilier, mon nom, que ce soit sur TikTok, sur Instagram. Tu vas pouvoir retrouver ces vidéos-là, puis juste faire « Ah, OK, parfait. C'est bien ça que je pensais. » Ou tu peux m'écrire au info@serviceimmobilier.ca puis me poser tes questions quand tu vas te lancer dans une transaction. J'aimerais mieux que tu m'appelles quand tu penses à devenir propriétaire puis que je t'aide dans ta transaction. Mais si tu es bloqué puis tu as besoin d'un conseil, n'hésite pas, tu me fais signe, ça va me faire plaisir. Merci d'avoir été là pour l'épisode Dans Famille, le podcast immobilier. On se revoit bientôt. Et je vous le dis, si jamais vous voulez connaître les statistiques immobilières de votre secteur, je les ai mis sur YouTube pour le mois de pour le mois de février, parce qu'on commence le mois de mars, pour le mois de février 2023, service immobilier sur YouTube, dans l'onglet statistiques immobilières, je fais le Québec, l'Estrie, Bromont, Granby, Magog, Sherbrooke à chaque mois. Fait que vous allez pouvoir rester connaissant des vraies statistiques immobilières, pas les gros titres des journaux, là. Non. Juste les statistiques, puis tu feras toi-même ton analyse avec les chiffres que tu vas recevoir. Je te souhaite une bonne fin de journée, puis on se revoit au prochain podcast. Bye!